Hola, buenas tardes, buenos días. Bonjour, bon après-midi, bonjour à tous et à toutes là où vous êtes, hein. Ici en Espagne, il est 4 heures de l'après-midi. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est organisé par Agrovin, qui fournit des services et des produits pour les secteurs de l'énergie, hein. Je m'appelle Alicia Pérez, je suis responsable de la communication du groupe Agrovin et à mon nom personnel et au nom de la société, hein, je vous souhaite la bienvenue. Je sais bien que c'est la période de vacances, qu'on s'approche un peu de la vendange et que c'est un peu difficile de consacrer son attention en webinaire, hein. Donc, avant tout, avant de commencer, je vais vous donner quelques consignes sur le fonctionnement de ces webinaires, hein. Ce sera 1 heure environ de présentation, après quoi il y aura des questions et réponses. Alors, n'hésitez pas à marquer vos questions éventuelles dans les chats, à utiliser la fonction chat. Donc, on va apporter des réponses. On va essayer de répondre à la plupart de questions qui seront posées, hein. Si votre question n'a pas de réponse, ne vous inquiétez pas parce que vous aurez une réponse par la suite, hein. Donc, il y aura un enregistrement. Ce webinaire sera également disponible dans notre blog. Il sera accessible pendant un certain temps et la présentation sera faite en espagnol. La présentation sera faite en espagnol avec une traduction simultanée en anglais, en italien et aussi en français, hein. Bon, je ne vais pas tarder davantage. Je voudrais vous présenter Luis Cotanda, qui est le conférencier qui va justement nous tenir cette présentation sur les applications du chitosan pendant la vendange. C'est le directeur de marketing de notre société avec une expérience de 15 ans. Luis Cotanda, vous la parole. Merci quand tu veux, hein. Merci Alicia, bonjour ou bon après-midi en fonction de votre position dans la planète. Bienvenue à ces séminaires. Nous allons parler de présence des micro-organismes dans les raisins et comment ces micro-organismes peuvent se développer dans les premières étapes de la fermentation. Par la suite, nous allons voir quel type de problèmes peuvent surgir à la suite de la présence de ces micro-organismes. Nous allons voir en quoi consiste l'équitosan, quelle est sa structure et pourquoi il a cet effet antimicrobien qu'on connaît bien. Ensuite, nous allons parler des implications de l'utilisation des chitosan qu'il est intéressant de connaître. Et ensuite, nous allons voir des applications du chitosan dans les étapes préalables à la vinification. Et ensuite, nous allons voir également l'utilisation du chitosan dans la multiplication de levures. Et également, nous allons voir la proposition d'un produit pour remplacer de manière complète les sulfites. Donc, premièrement, je voudrais commenter sur l'importance de connaître l'état sanitaire de la vendange. Dans des années comme la précédente, avec des précipitations abondantes un peu partout en Europe, il y a eu des attaques fongiques. Ces attaques fongiques provoquent la rupture des baies et nous savons que ces milieux sont favorables au développement d'un grand nombre de micro-organismes. Je voulais dire, par exemple, qu'il est bien connu qu'une charge microbiologique d'une baie saine est de 100 cellules par gramme. Par contre, ces baies altérées par de champignons ont une population, ont une charge microbiologique qui peut arriver à 10 puissance 8, ce qui veut dire qu'une baie altérée, une baie contaminée, donc a une charge microbienne qui est comparable à celle d'une tonne de raisin sain. Voilà. Ces micro-organismes qui sont présents naturellement dans les raisins se développent pendant la fermentation à une vitesse variable en fonction des conditions du mou, en fonction de la température, du pH, de la teneur en sulfite et bien sûr en fonction de la population initiale, hein. Donc, de manière proportionnelle, bien sûr. Dans ces cas, nous avons ces levures non Saccharomyces qui sont les micro-organismes qui sont les plus concentrés dans les raisins secs ou altérés.
Donc, on a dit qu'on a une population initiale qui commence à se développer, mais dès que le levure Saccharomyces commence à se développer, la population de levure non Saccharomyces est assez réduite. En même temps, nous avons les bactéries, dans ces cas, les bactéries lactiques qui sont également présentes dans le raisin. Et tout comme le non-Saccharomyces, elles peuvent se développer au départ de la fermentation lorsque Saccharomyces ne s'est pas encore implanté, mais leur développement s'arrête pendant la fermentation. Ensuite, on a les bactéries acétiques qui sont moins nombreuses que les bactéries lactiques, mais qui sont également présentes dans les baies de raisin. Et dans ce cas, leur développement est un peu plus compliqué. Vous savez que les bactéries acétiques ont besoin d'oxygène ou d'un potentiel redox élevé pour pouvoir se développer. Et dans les cas de la fermentation, bon, l'oxygène est consommé presque entièrement et les potentiels redox est très faible. Mais que se passe-t-il à la fin de la fermentation? Ces organismes qui ont pu se développer un peu avant la fermentation, donc une fois qu'ils ont résisté à l'alcool, ils continuent à se développer dans le vin. Donc, c'est notamment le cas de bactéries lactiques qui donnent lieu par la suite à la malolactique, certaines bactéries acétiques et certains micro-organismes non Saccharomyces, comme ça peut être Brettanomyces. Quels sont les problèmes qui sont provoqués par ce type de micro-organismes? Donc, ces levures non Saccharomyces, je vous l'ai dit, elles sont très concentrées dans les raisins altérés et dans les raisins sains. Donc ils ont ces micro-organismes ont un métabolisme. Donc, il est important de tenir compte de la consommation de certains nutriments. Donc, les sucres, bien sûr, pour leur alimentation, mais également, elles peuvent consommer de l'azote, elles peuvent consommer également des acides aminés assimilables et certaines vitamines comme la thiamine que nous allons évoquer par la suite. Les bactéries lactiques, elles consomment du sucre, elles peuvent produire de l'acide acétique, de l'acétaldéhyde, elles peuvent introduire également du diacétyl avec ces arômes butyriques qui ne sont pas souhaités par les consommateurs, donc ces arômes de beurre, et également les amines biogènes. Donc, dès que l'on parle d'amines biogènes, on pense à l'histamine, parce qu'elle provoque des allergies, mais il y a nuisibles à la santé, mais il y en a d'autres également comme la putrescine, la cadavérine, qui auront un impact sur la qualité du produit final. Et nous savons, et bien sûr, les pyruvates. Donc, à part ça, on sait bien qu'il y a beaucoup de composés qui peuvent se combiner avec les sulfites et certains sont produits par des micro-organismes. Alors, bon, nous savons que les raisins attaqués par botrytis ont une présence importante de gluconiques, d'acide gluconique, mais également l'acétaldéhyde et les pyruvates. Ce qui veut dire que si les niveaux de ces composés sont importants, il sera bien difficile d'atteindre, de maintenir des niveaux efficaces des SO2 libres. Donc, ces raisins qui ont été attaqués par les champignons pendant leur vie, bon, on aura encore davantage de difficultés qui sont liées au niveau des SO2. Donc, dans beaucoup de cas, bon, nous savons bien que les niveaux de sulfite doivent dépasser les 150 mg litre. Dont d'autres facteurs qui doivent être pris en compte. Donc, on parlait tout à l'heure de la consommation de vitamines, on parlait de la thiamine, bon, qui sont nécessaires aux micro-organismes pour la production d'énergie. Donc, cette flore autochtone qui est présente dans les raisins consomme rapidement la thiamine. Donc, cette thiamine qui a été consommée n'est plus disponible pour Saccharomyces cerevisiae. Et par conséquent, il y a une augmentation de ces composés que j'ai évoqués comme les pyruvates ou l'acétaldéhyde, ce qui
ce qui complique encore l'utilisation des sulfites et donc et la réduction notamment des doses des sulfites. L'un des micro-organismes qui sont les plus présents dans les raisins sont le Brettanomyces. Nous en connaissons l'effet principal, l'effet le plus connu, la production d'éthylphénol, l'acide, les arômes caractéristiques, mais il y a également la production d'autres composés qui vont impacter la qualité du vin, notamment avec le goût de souris et l'arôme de rancio. Mais il y a également un effet qui est moins connu dans Brettanomyces, c'est la production d'estérase. Ce sont des enzymes qui sont capables de dégrader ces esters fermentaires et de produire ces arômes désagréables qui se produisent pendant la fermentation. Alors, ces estérases sont l'un des symptômes principaux que l'on peut remarquer dans les vins qui ont été contaminés avec Brettanomyces. Donc, les arômes fruités disparaissent. C'est le premier signe qui nous montre, annonciateur de la production par la suite d'éthylphénol. L'apparition, le développement des Brettanomyces, c'est un phénomène lent, mais en même temps, il est quasiment impossible de l'arrêter puisque le Brettanomyces continue de se développer dans le vin. Donc, l'une des caractéristiques principales de ces micro-organismes de Brett, c'est qu'ils sont capables de tirer de l'énergie de plusieurs sources de carbone. Donc, nous savons, il y a des données qui nous disent qu'avec 0,3 g/litre de sucre résiduel, Brettanomyces est capable de produire des éthylphénols. Et s'il n'y a pas de sucre disponible, il peut utiliser des sucres qui viennent de levure pendant la phase d'autolyse, ou bien il peut dégrader également la cellulose, utiliser la cellulose comme source de carbone. Donc, de manière schématique, donc, nous voyons ces schémas qui nous montrent le développement des Brettanomyces. C'est également les schémas avec le développement des bactéries acétiques et lactiques. Au départ, la population dans les raisins est marginale. Dans ces premières phases de la fermentation, il peut y avoir un petit développement sans atteindre des niveaux problématiques, mais il y a quand même un développement. Néanmoins, à la fin de la fermentation alcoolique, lorsque les levures ne dominent pas le milieu, donc, c'est là que Brettanomyces commence à se développer. Si la période entre la fermentation alcoolique et la malolactique est une période où il n'y a pas de maîtrise de ces populations, ces développements peuvent s'avérer problématiques en termes de ses conséquences. Donc, lorsqu'on fait la fermentation malolactique, bien sûr, après la malolactique, il y a l'apport de sulfite avec une réduction de la population. Mais sinon, le Brettanomyces peut continuer à se développer de manière lente, mais progressive. Comme je le disais, c'est bien là qu'on pourrait avoir deux problèmes. Donc, lorsqu'on parle des chitosans. Lorsqu'on parle des chitosans, les chitosans est autorisé depuis quelque temps dans son utilisation œnologique. Nous savons qu'il s'agit d'un dérivé des chitines. Dans ces cas, il a été autorisé à l'œnologie uniquement dans la forme du chitosan fongique, mais cette molécule a été découverte il y a plus d'un siècle et demi. De facto, le processus de production est un processus qui a comme substance de départ la chitine animale et non pas fongique dans les domaines autres que l'énologie. Et donc, ce processus a été breveté depuis longtemps. Et donc, c'est un processus qui a été largement utilisé dans beaucoup de domaines. Donc, c'était utilisé comme protection antifongique. On a commencé à l'utiliser également dans l'industrie alimentaire comme conservateur. Également, il y a des processus de production de fromage qui utilisent du chitosan. On l'a utilisé également dans l'épuration des eaux pour sa capacité de flocculation que nous allons voir par la suite. Et il y a également des applications médicales. Je crois que l'année passée, par exemple, on a prévu l'utilisation des chitosanes dans certains
pansement pour éviter des infections. Donc, quelles sont les propriétés du chitosan? C'est un produit qui ne donne pas d'allergie, qui est écologique. Il a une charge élevée, importante au pH du vin. Par conséquent, il est capable de réagir avec les membranes de certains micro-organismes et il a une capacité flocculante importante. Comme on le disait, les chitosans viennent de la des acétylations de la chitine. C'est un biopolymère qui est présent dans les squelettes de certains insectes et certains micro-organismes. Donc, il est produit par des acétylations. Donc, on modifie la molécule pour que le groupe aminique, ça reste dans sa forme terminale. Pourquoi est-il intéressant que ce groupe reste en position terminale? Parce qu'au pH du vin, donc un pH inférieur à 5,5, cette position fait en sorte qu'il y ait une protonisation, que chaque groupe soit chargé de manière positive. C'est justement cette charge qui permet aux chitosans de se combiner avec le micro-organisme. Mais il y a beaucoup de molécules qui ont des charges positives. Il y a beaucoup de protéines qui ont une charge positive, qui sont capables de se combiner avec les micro-organismes, mais qui n'ont pas cet effet biorégulateur, n'ont pas cette action antimicrobienne qui fait en sorte que les chitosans soient si efficaces lorsqu'ils se combinent avec les micro-organismes. Donc, il a une biocompatibilité très importante en fonction des micro-organismes, mais surtout, il est capable de s'introduire dans les membranes cellulaires. Donc, nous allons voir quelques exemples de son fonctionnement. Donc, essentiellement, dans une première phase, il adhère à la membrane, dans ce cas, la membrane de levure non saccharomycèse. Il s'unit aux monoprotéines membranaires et commence non seulement à modifier la structure de ces membranes, il essaie également de s'introduire à l'intérieur de cette cellule. Ce qu'il fait le long de ces processus, c'est de structurer la membrane, donc les pores à travers le pore, il peut pénétrer dans la cellule, il peut modifier le fonctionnement de certaines enzymes et peut également modifier le matériel génétique qui est à l'intérieur de la cellule. Nous allons le voir de manière beaucoup plus parlante dans cette image, dans ces diapos. Sur la droite, nous voyons une cellule de levure saine, non traitée. Et en bas à droite, nous voyons les chitosans qui s'est collé à l'extérieur de la cellule et qui a provoqué cette perte de matériel cytoplasmique à travers ce pore. Donc, nous le voyons très bien dans la photo de gauche. Donc, nous voyons une cellule donc en champignon. Donc, à la suite de la présence du chitosan, il y a cette restructuration de la membrane qui provoque finalement la mort cellulaire du champignon. Dans le cas des bactéries, c'est un mécanisme qui est tout à fait similaire, semblable. Donc, les chitosans s'associent à la membrane, il provoque l'ouverture de ces pores avec également la sortie de matériel dans la cellule. Et de même que nous le voyons, comme nous l'avons vu dans l'image des levures, ici en haut à gauche, nous avons des bactéries saines avec la membrane entière. Et dans l'image en bas, nous voyons qu'à la suite de l'effet du chitosan, ces membranes laissent sortir le contenu cytoplasmique. Donc, il y a donc ces mécanismes qui sont capables d'adhérer aux membranes, de provoquer la mort de ces micro-organismes. Et nous avons également dit qu'il y a un effet de flocculation qui est très important. Donc, il est capable de s'associer, de se combiner aux micro-organismes, de former des agrégations assez importantes, peu chargées, qui permettent aux micro-organismes de se déposer au fond de la cuve. Alors, dans ces cas, faut-il faire de transfert? Faut-il faire
faire des transferts ou bien peut-on laisser ces lits au contact avec le micro-organisme pendant un temps indéfini ou le remettre en suspension? Bon, c'est la question qu'on nous pose en général. Dans notre cas, ce que nous avons fait, c'était en test. On a fait un traitement avec chitosane, le deux plaques que nous voyons sur la droite. Donc, on a évalué également l'ajout des sulfites pour faire une comparaison de l'effet antifongique du chitosan. Et au bout de 10 jours, ce qu'on a fait, c'était de transférer les surnageants et ensuite on a mis en culture la partie d'en haut, la partie qui n'avait pas des lits d'équitosins, donc la partie propre, et c'est de manière séparée la partie qui contenait de lits d'équitosans. Donc on a fait cette culture sur plaque. Donc, on a vu que les surnageants, qui était la partie qui était sans levure, et la partie en bas, par contre, présentait des levures. Donc, chez Agrovin, nous conseillons de faire de transfert de vin après avoir réalisé un traitement avec chitosan. Donc, on conseille de faire de transfert au bout de 10 à 15 jours. Voilà, en ce qui concerne les applications, donc on a vu que la charge microbiologique des raisins et par conséquent du mou peut être très élevée. Alors, pourquoi traiter ces mous avant la fermentation avec l'aide du chitosan? Dans les premières étapes, nous avons vu que les conditions du mou sont assez favorables au développement de beaucoup de micro-organismes, notamment des levures non Saccharomyces. On a vu qu'il peut y avoir une réduction, une consommation des nutriments essentiels et de certains facteurs de croissance essentiels pour les levures. Et par conséquent, cela peut rendre plus difficile le développement, l'implantation des Saccharomyces. Donc, lorsque Saccharomyces arrive ou lorsqu'on fait l'inoculation des Saccharomyces, le milieu peut être pauvre de certains éléments et par conséquent, le développement des Saccharomyces peut être difficile. Donc, c'est cette non-implantation ou cette implantation difficile des Saccharomyces peut donner lieu au développement des bactéries lactiques qui peuvent démarrer une fermentation malolactique en même temps que la fermentation alcoolique, ou bien les levures n'ont pas assez de nutriments pour mener à bien la fermentation dans des conditions optimales. Donc, la fermentation peut devenir languissante. Il peut y avoir également la production de métabolites qui s'associent de manière facile au sulfite. Alors, à quel moment faut-il apporter des produits à base de chitosan pendant la macération des raisins blancs ou également de raisins rouges pour éviter, comme on l'a vu, les développements de ces populations, notamment dans les macérations en blanc. Donc, les levures Saccharomyces peuvent avoir un avantage compétitif. Et si la macération n'est pas très longue, on peut également traiter les mous à la sortie de la presse. Pour cette application, on a développé Microstab pH. C'est un produit liquide à base des chitosans. Puisqu'il c'est un produit liquide, son application est beaucoup facilitée. Sa dispersion est facilitée. Vous savez que pour avoir une bonne dispersion du chitosan, c'est un élément fondamental pour avoir un bon effet. Donc, ce produit a été développé pour être utilisé pendant la période des vendanges, pour être appliqué avec des pompes doseuses, donc en ligne, comme les systèmes que nous avons, notamment pour le traitement des mous. Par ailleurs, c'est un produit qui a été développé avec un pH très acide. Donc, nous avons vu qu'avec un pH acide, le chitosan est beaucoup plus soluble, mais cela nous aide également à réduire un peu les pH du mou, donc ce qui rend un peu plus difficile le développement des micro-organismes. Et par ailleurs,
il y a également les sulfites ont une action facilitée à la suite de l'utilisation de ce produit. Donc, nous avons testé ces produits. Nous avons pensé qu'il était important de vérifier les bactéries lactiques. Nous avons inoculé des bactéries lactiques dans le mou. Nous avons attendu 24 heures pour qu'il y ait une acclimatation. Nous avons fait un traitement avec Microstab pH. Au bout de 24-48 heures, la population des bactéries était à surveiller pour être sûr qu'il n'y ait pas de fermentation malolactique. On a essayé également de voir quel était l'effet contre Brettanomyces. Bien sûr, donc on a fait l'inoculation sur un mou. On a pu constater que c'était très efficace. Et bien sûr, donc après les traitements, on n'a pas pu détecter de Brettanomyces. C'est Brettanomyces qui avait été inoculé au préalable. Donc, nous avons vu, donc l'état de santé de raisin va déterminer la quantité de micro-organismes qui sont dans les raisins. Donc, il est donc important de mesurer quelles sont les doses de produits qu'il faut appliquer. L'acide gluconique est un paramètre qui est tracé de manière régulière dans les caves. Donc, dans des caves notamment qui l'utilisent comme indicateur de la qualité de l'état de santé des raisins. Donc, dans les cas de macération des raisins sains avec un acide gluconique de moins de 0,5 g/litre, une dose de 100 millilitres hecto est suffisante pour maîtriser ces micro-organismes qu'on évoquait. Si par contre, il y a une attaque fongique où il y a des niveaux des gluconiques qui dépassent 0,5. Donc, on considère donc que l'attaque fongique est importante. Dans ces cas, on monte la dose à 150 millilitres hecto. Encore une autre application possible, toujours dans les mous, c'est dans les cas où on ne fait pas de macération en blanc, dans les cas où l'on fait un pressurage direct très rapide. Dans ces cas, on peut ajouter les produits dans les mous. Donc, dans les cas, s'il y a par exemple un débourbage statique, on peut utiliser une dose de 100 millilitres avant les débourbages pour laisser les temps aux chitosans d'utiliser d'exercer son activité antimicrobienne. S'il y a un débourbage dynamique par flottation, par filtre ou par d'autres systèmes, la dose peut être un peu inférieure parce que nous savons que cette filtration, cette flottation va réduire la charge microbienne. Donc, dans ces cas, la dose des 50 millilitres hecto est suffisante pour éviter le développement de ces types de populations. Encore d'autres applications. Donc, si nous l'avons utilisé au préalable pour éviter les développements des micro-organismes. Si par exemple on a un arrêt de fermentation, les populations des micro-organismes ne sont pas suffisamment élevées pour provoquer de problèmes par la suite. Donc, si on a déjà traité le mou ou les raisins en macération avec chitosan et on a des arrêts de fermentation ou bien une fermentation languissante, nous pouvons avoir le temps d'attendre que la levure se réactive ou bien nous pouvons mettre en place un protocole de réfermentation, mais nous sommes tranquilles quand même que les micro-organismes qui sont présents dans ce milieu, dans cet environnement, ne vont pas nous provoquer de problèmes. Mais si nous n'avons pas utilisé au préalable en prévention les microstabs pH en prévention, nous pouvons l'utiliser comme traitement ex post. Donc, si nous voyons par exemple qu'il y a une fermentation languissante ou bien qui s'arrête, on peut agir un peu sur les pH, qui va rendre plus difficile le développement de certains micro-organismes. Et on peut utiliser également sur les chitosans, agir avec les chitosans et donc mettre en place un protocole de redémarrage de la fermentation dans les cas de vin blanc ou rosé où
la fermentation malolactique n'est pas souhaitée, 150 millilitres hecto sont largement suffisants pour ne pas s'arrêter dans cette phase critique où il peut y avoir des arrêts de fermentation. Dans le cas de vin rouge, si par la suite nous souhaitons une fermentation malolactique, une dose de 50 millilitres hecto nous donne du temps pour agir et nous prépare éventuellement au pied de cuve à l'inoculation qui sera fait avec d'une bactérie lactique par la suite, sous réserve de faire des transferts, bien sûr, des soutirages, donc, ou bien dans les cas d'une macération post-fermentaire, pour être sûr qu'il n'y ait pas de développement des bactéries lactiques avec de problèmes, notamment avec, de fermentation lactique, on pourrait ajouter 50 millilitres hecto, donc de manière à éviter un développement de bactéries lactiques pendant cette phase. Donc, encore une autre des applications du chitosan avant la fermentation, c'est également dans la multiplication de levures. Donc, voilà, nous avons ces schémas très simples qui nous montrent les différentes étapes de la multiplication des levures dans une fermentation standard. Donc, nous pouvons voir ici l'évolution. Donc, il y a l'inoculation des levures, ensuite la phase de latence. Cette phase de latence qui dépend, dont la durée dépend de la température, de la présence des sulfites et également des autres paramètres de la fermentation. Pendant cette phase, bien sûr, la levure va s'acclimater. Après cette phase de latence, il y a la phase exponentielle, la phase de développement, de croissance. C'est là que les levures se développent de manière exponentielle jusqu'à atteindre les maximums de population, qui est la population qui va assurer la fermentation. Donc, il y a cette phase de latence, la phase exponentielle. Ensuite, cette phase stationnaire où la levure ne va plus se reproduire et donc elle mène à bien la fermentation et consomme le sucre. Donc, la phase exponentielle est caractérisée par une consommation importante des ressources parce que la levure doit développer toute la biomasse qui est nécessaire pour développer, multiplier sa population. Donc, que se passe-t-il par la suite à l'intérieur d'un multiplicateur lorsque nous utilisons ce type de système pour multiplier les levures dans sa cave? Donc, les schémas sont essentiellement les mêmes, mais dans ces cas, la levure doit avoir deux phases de croissance. Une première phase qui se développe dans les multiplicateurs, une deuxième phase qui se déroule dans la cuve. Donc, ce qui ne veut pas dire que la multiplication des levures est une phase simple, mais lorsqu'on souhaite que les levures se développent et surtout qu'elles soient capables de mener à bien la fermentation, c'est quelque chose qui exige, on va dire, un certain niveau de nutriments, la présence de certains nutriments. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu des nutriments spécifiques pour assurer la nutrition dans ce type de systèmes de multiplication intensive. Donc, cette nutrition prévoit un autolysa de levure, qui contient des nutriments qui nous permettent de développer plus facilement les levures, une source d'azote organique, inorganique, parce que nous savons qu'en conditions normales, la nutrition organique est plus adaptée parce qu'il y a un développement d'arômes, on évite de phénomènes de réduction, mais dans ces cas, dans les cas des levures, nous pensons que sous cette forme, son assimilation est beaucoup plus rapide. Et ensuite, la thiamine que j'évoquais il y a quelques instants pour avoir de l'énergie de manière rapide et aussi besoin d'avoir sans avoir des difficultés. Donc, la thiamine en supplément de cette vitamine est conseillée. Mais donc, on prépare le milieu en développement particulièrement favorable. Donc, on apporte aux levures tous les éléments dont elles ont besoin pour leur croissance, pour leur développement. Par conséquent, il peut y avoir également des micro-organismes, une présence des micro-organismes importants dans les mous. Donc, lorsqu'on a un nutriment
spécifiques pour ces conditions très difficiles, comme les multiplicateurs. Dans notre laboratoire, nous avons fait différents essais pour voir quels sont les types de nutrition qui assurent le développement de la biomasse. Avec un nutriment de ces types, nous voyons qu'évidemment, il y avait une augmentation remarquable de la population des levures. Donc, dans les multiplicateurs, mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un développement non seulement des levures, mais qu'il y avait également un développement d'autres micro-organismes qui s'est développé. Donc, il y avait un développement très important des bactéries lactiques. On a pu voir également que la présence de levures non Saccharomyces est également importante. Dans cet essai, il faut dire que nous avons fait plusieurs essais dans notre laboratoire. Là, nous avons utilisé le mot propre de la cave. Ensuite, on a fait des essais aussi avec du mou concentré. On a vu qu'il y avait également de problèmes de contamination, même en utilisant du mou concentré, même si la contamination était un peu moins importante. Dans cette étape, on a donc ajouté du chitosan aux nutriments spécifiques pour la multiplication. Donc, il contient, comme on l'a dit, un autolysat des levures. Donc, on a vu qu'il y a les stérols qui sont présents, qui apportent des éléments importants à la membrane, puisque la levure ne produit pas des stérols dans les conditions de fermentation, mais elles sont capables de les assimiler si on le leur propose sous la forme de levure inactivée. Ensuite, on a vu que l'azote inorganique sous la forme de phosphate qui est assimilé plus facilement par les levures. Ensuite, la thiamine pour la production d'énergie et l'équitosan qui permet d'utiliser du mou propre de la cave en sachant qu'il n'y aura pas d'apparition de développement des micro-organismes. Donc, nous avons également répété cet essai avec le même mou et nous avons vu qu'il y avait toujours un développement des levures, ces développements de levures dont on avait besoin pour l'utilisation dans les multiplicateurs. Mais nous avons vu que les bactéries lactiques ne se développaient pas. Donc, on a pu éliminer la présence des bactéries lactiques au bout de 16 heures de multiplication. On a vu également qu'il y avait une réduction sensible de ces levures non Saccharomyces. Par conséquent, pour résumer un peu, quel serait l'avantage, l'intérêt d'utiliser ces types de nutriments dans la phase de multiplication? On a un développement rapide de levures avec des levures viables qui sont capables de mener à bien la fermentation sans problème. Donc, nous allons avoir ces levures qui ont été multipliées peuvent s'exprimer. Donc, ces levures vont s'implanter véritablement dans les milieux dans cette phase de fermentation à laquelle nous l'avons soumise. Bon, encore d'autres applications, d'autres utilisations du chitosan. Les chitosans nous permettent également de réduire les quantités des sulfites utilisés. Alors, nous savons que les sulfites sont de plus en plus mis sur la sellette par les consommateurs ou par les marchés. Donc, on parle de plus en plus de vins qui sont sulfites et nous savons que les chitosans peuvent être très efficaces dans cette réduction des micro-organismes. Mais s'agit-il véritablement d'une alternative à l'utilisation de sulfite? Eh bien, lorsqu'on utilise du chitosan, on souhaite véritablement en réduire les doses des sulfites. Mais que se passe-t-il avec le phénomène d'oxydation? Nous avons donc développé Microstab Protect pour couvrir cette gamme de nécessités. Donc, on a associé les propriétés antimicrobiennes du chitosan dont on a pu avoir l'efficacité avec cette protection antioxydante qui nous est apportée par les glutathions, avec également du tanin gallique pour agir sur les propriétés antioxydantes, notamment pour agir sur les oxydases qui peuvent intervenir, notamment dans les premières phases de l'élaboration. Donc, nous avons encore une fois, on a testé, on a vu qu'avec une dose de 20 grammes hecto était suffisante. Alors là, on a pu
on a pu faire cet essai avec son effet pour vérifier son effet sur Brettanomyces. On a fait ensuite un autre essai avec des bactéries lactiques, toujours avec la même méthode. On a inoculé des bactéries lactiques. On a attendu 24 heures. On a fait un traitement avec Microstab Protect, avec sulfite et ensuite les témoins. Quel a été le résultat? Bon, nous avons été étonnés. Pendant la première semaine, il n'y avait pas de développement dans le vin traité. Et dans la deuxième semaine, il n'y avait pas de développement des bactéries. Il n'y avait pas de réduction du malique et donc d'activité bactérienne dans l'échantillon traité avec Microstab Protect. Mais néanmoins, l'activité malolactique avait commencé dans l'échantillon traité avec sulfite. Donc, on a pu voir que Microstab Protect était efficace face au développement de bactéries lactiques. Mais par contre, les sulfites, dans ces cas, n'ont pas été efficaces. Et ensuite, on a pu tester également l'activité antioxydante. Nous savons qu'en ce qui concerne cette activité antioxydante, on a associé le glutathion et du tanin gallique. Donc, avec cette combinaison, donc excusez-moi un instant, donc on a pu avoir un produit qui est même plus efficace que le sulfite. Donc, on avait fait des essais sur un vin blanc. Donc, on a toujours attendu ces 24 heures. Dans ce cas, on a utilisé également une étuve et on a vérifié l'augmentation de la composante jaune, donc le phénomène qui est connu comme brunissement. Donc, nous voyons que Microstab Protect était plus efficace par rapport à l'échantillon traité avec 30 mg litre de sulfite et il était même plus efficace que la dose équivalente des glutations. Donc, on a vu que grâce à ces propriétés antioxydantes du glutathion combinées avec les tanins, un tanin gallique, également avec l'activité chélatrice de métaux du chitosan, on a pu avoir un produit plus efficace que les SO2. Enfin, pour conclure, je voudrais commenter quelques éléments qui sont peut-être moins connus concernant le développement microbiologique. Dans ces cas, dans les graphiques en haut à gauche, on a toujours pensé que le pH est un facteur limitant. Alors, nous savons que les micro-organismes à un certain pH se développent très peu ou même arrêtent de se développer. Donc, on a vu qu'il y a les pH qui influent, mais également les potentiels électrochimiques, les potentiels redox. Alors, nous savons que pour chaque micro-organisme, il existe un potentiel redox auquel son développement est limité. Donc, on a vu que, par exemple, la fermentation peut s'arrêter en fonction du potentiel redox. Et ce n'est pas la faute du manque de nutriments ni de la température, c'est que la levure ne peut pas se développer en dessous dans certains potentiels redox. Donc, sur ces derniers éléments concernant les potentiels redox, je voudrais offrir ces petits apartés. Donc, les bactéries ont besoin d'oxygène. Elles ont besoin d'un potentiel redox élevé pour pouvoir se développer. Je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais nous le savons à travers différentes études que les chitosans n'agissent pas sur ces bactéries acétiques. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a obtenu avec Microstab Protect de par la présence de glutathion, on a pu réduire le potentiel redox du vin et par conséquent rendre plus difficile le développement, l'apparition des bactéries lactiques. Donc, si vous souhaitez approfondir les thèmes du potentiel redox, il y a eu un webinaire il y a un mois qui est disponible dans notre site agrovin.com et qui est également disponible en plusieurs langues. Voilà, pour résumer un peu les différents points de la présentation, on a vu que la quantité de micro-organismes que l'on peut avoir dans les raisins sont variables et
qui dépendent de plusieurs facteurs, et notamment l'état sanitaire des raisins. On a vu quels sont les micro-organismes qui se développent dans les conditions de la cave dans une mesure plus ou moins importante en fonction des paramètres que nous avons considérés. Nous avons vu également quels sont les problèmes qui peuvent être occasionnés par ces micro-organismes. Et ensuite, nous avons commencé à parler du chitosan, une molécule qui a une charge qui est capable de se combiner avec le micro-organisme, mais également de modifier leur métabolisme, leur membrane, de provoquer cette mort cellulaire et cette flocculation. Donc, on a souligné le fait qu'à cause de cette flocculation, il est important d'effectuer des transferts, des soutirés après chaque traitement, donc au bout de 15 jours après le traitement avec chitosan. On a vu également le rôle du pH, donc avec la possibilité d'avoir un mou qui soit propre d'un point de vue microbiologique, de manière à éviter le développement des micro-organismes après la fermentation. Donc, nous avons parlé de l'utilisation de multiplicateurs. Donc, nous avons vu la condition optimale de multiplication qu'on utilise justement pour multiplier la levure qui nous intéresse et pas autre chose. Et nous avons vu que nous avons pu avoir les résultats souhaités, donc c'est-à-dire le développement uniquement de la levure qui nous intéresse. Et nous avons ensuite évoqué une alternative complète au sulfite qui associe la capacité microbienne du chitosan, haute concentration, avec les glutations qui nous donnent cette protection supplémentaire dont nous avons besoin pour protéger nos vins. Donc, pendant toute l'élaboration, nous souhaitons réduire les doses des sulfites, les doses des SO2. J'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et bon, qu'est-ce que tu en penses? On va s'arrêter peut-être là, Louis. On a encore beaucoup de questions, mais ne vous inquiétez pas, on l'a dit au début du webinaire, vous allez recevoir des réponses par email ou à travers notre blog. Donc, merci à Louis de cette présentation si intéressante. Merci à Vinidaire qui nous a aidé dans la promotion, dans la promotion, la publicité de ces webinaires. Donc, merci de votre participation. Et si vous avez des questions concernant les chitosans ou d'autres produits, services et innovations dans le domaine de l'énologie, vous n'avez qu'à nous contacter chez Agrovine. Vous avez bien sûr toutes nos coordonnées, notre email, notre téléphone. Nous serons ravis de vous apporter une réponse à toutes vos questions. Bien sûr, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon après-midi, un bon été et de bonnes ventes.